Bienvenue à la Cinémathèque. Merci d'être aussi nombreux pour voir la seconde partie des Angels in America, mini-série, enfin plutôt un film et mini-série HBO sortie au début des années 2000. Donc hier, vous avez vu la première partie, le Millennium approche. Cette fois, c'est Perestroïka, avec 3 chapitres. Hier, la première partie s'est terminée sur l'arrivée de l'ange, joué par Emma Thompson, avec le prior Justin Kirk dans son lit. C'est cette image en fait qui est à l'origine des Angels, parce que Tony Kushner, donc, qui est l'auteur de la pièce et qui l'a adapté pour le cinéma, raconte dans un entretien qu'il avait un crush sur un ami, un danseur, quand il était à l'université. Ce danseur a contracté le sida et en est mort. Et la nuit qui a suivi, Tony Kushner a rêvé de ce danseur, et il a rêvé qu'un ange lui apparaissait alors qu'il était dans son lit. Et au réveil, Tony Kushner a écrit un poème intitulé Angels in America. Voilà, donc c'est le plan d'hier, le dernier plan que vous avez vu. Perestroïka, c'est la partie, on en parlera avec Arnaud Desplechin, c'est la partie qui a subi le plus de changements, je dirais, entre la pièce initiale et le film. Je ne vais pas vous dire quelle coupe, mais c'est sur plutôt la partie politique. Et donc ce sera intéressant de l'aborder avec notre invité tout à l'heure, puisque Arnaud Desplechin, vous le savez certainement, donc il est cinéaste, il est connu ici en tout cas pour venir en tant que cinéaste régulièrement parler, montrer ses films. Mais il a aussi mis en scène 2 pièces de théâtre, donc d'abord Le Père de Strindberg à la Comédie Française, et en 2020, il a proposé une version des Angels à la Comédie Française avec Pierre Laville, qui est l'auteur de la version française, et il a proposé une version condensée des Angels America. Donc je vous rappelle que la pièce de théâtre dure normalement 7 heures, et lui a réussi avec Pierre Laville à en faire une version condensée de 2h50. Et on vous proposera également de voir 1 ou 2 extraits au moment de la discussion. Pour les plus valeureux d'entre vous qui resteront, vous pourrez bien sûr poser vos questions pendant la discussion. Et je pense vous avoir tout dit. Voilà. Bonne projection, à tout à l'heure. Merci d'accueillir Arnaud Desplechin. Bonjour. Vous pouvez, si besoin, pendant la discussion, faire des allers-retours. Les portes restent ouvertes pour ceux qui ont besoin d'aller au sanitaire. Merci, cher Arnaud Desplechin. Donc là, le public vient de revoir... alors hier... J'ai compris, vous m'aviez bien expliqué. Vous venez de revoir la deuxième partie de la série HBO de Mike Nichols pour la rétrospective. C'est ça. Donc là, on vient de voir la deuxième partie, qui a commencé vers 17h. Ma première question, peut-être avant de parler de la série... Je ne suis pas Mike Nichols, mais je suis invité pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il se trouve que j'ai mis en scène ce texte à la Comédie Française par 2 fois récemment. C'est ça, en 2020, et puis on va parler de la version de Salle Richelieu, et on va aussi projeter des extraits de Salle Escande. C'est une adaptation, un filage et mise en scène pour la télévision. Vous voulez que je débarrasse tout de suite ce qui est Salle Escande, et j'en parle tout de suite, ou vous préférez... On va y venir dans la discussion. Mais avant de parler de votre adaptation, peut-être revenir vraiment aux origines, à vous, votre rencontre, puisqu'on peut parler peut-être de rencontre, de l'œuvre en fait de Tony Kushner. Comment vous l'avez découverte? Est-ce que vous l'avez d'abord lu? Est-ce que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas lu, je l'ai d'abord vu, et c'était j'ai noté pour ne pas me mélanger dans les dates, je crois me souvenir, oui, je l'ai d'abord vu, et c'était au théâtre d'Aubervilliers, c'était mis en scène par Brigitte Jacques-Vacheman, metteuse en scène extrêmement importante, je pense en particulier à Elvire Jouvet, puisque c'est devenu un film culte, et c'était mis en scène les 2 périodes. Brigitte avait déjà mis en scène la première partie de Angels in America à Avignon. Et moi j'ai vu quand ils ont repris la totalité, quand le Millennium approche était écrit, et où elle avait repris les 2 parties. Donc c'est la première fois que j'ai vu, et j'ai vu les 6 heures de spectacle par Brigitte Jacques-Vacheman, qui était un spectacle parfait, qui était vraiment un chef-d'œuvre de mise en scène théâtrale, et qui m'avait beaucoup empli. Après ça, j'ai vu la série, du coup j'ai été alerté par ce texte. Après j'ai découvert la série HBO que je me suis procurée aux États-Unis, dont je suis devenu fan.
même si j'ai un rapport différent aujourd'hui avec Mike Nichols. Et voilà, c'est par Brigitte Jacques-Wajman que j'ai découvert le texte. Donc dès le milieu des années 90 en fait, parce que Brigitte Jacques-Wajman est la première, c'est ça? C'était 96. D'accord. 96, elle avait mis en 94 juste après. Je le dis parce que je suis là pour parler des films des autres, celui de Mike Nichols, des mises en scène des autres, de Brigitte. Pour ceux qui ne le savent pas, par les liens que j'ai pu avoir avec la ville et puis avec Kushner par la suite, l'histoire de Angels America est assez, vous venez de voir la deuxième partie, est assez drôle puisque je peux vous parler un tout petit peu de Kushner. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il faisait surtout des traductions, il avait écrit d'autres textes avant, il avait fait des traductions du français vers l'américain. Corneille, je crois, Corneille, il avait fait l'illusion comique, entre autres, qui avait bien marché aux États-Unis, mais enfin, c'était un écrivain un dramaturge très très marginal. Et il écrit Angels in America, la première partie. Donc, les premières. Oui, c'est le Millennium approche, la première partie, Perestroïka, la deuxième partie. Et donc, il écrit le Millennium approche, et qui joue dans un petit théâtre à San Francisco. Et la pièce c'est pas un très grand théâtre, c'est un truc comme ça. Il y a un texte adorable que j'aime où il parle de la mise en scène, ils ont commencé sans budget, et la mise en scène explose à San Francisco. 2 mois après, elle est jouée dans les plus grands théâtres de Los Angeles. 3 mois après, elle est écrite dans un des plus grands théâtres de New York. Et la pièce fait vraiment une traînée de poudre aux États-Unis, tant elle répercute avec son époque. Et à ce moment-là, tous les producteurs de théâtre lui disent « Oui, bah, c'est très bien, le Millennium approche, maintenant la suite, quoi, puisque c'est to be continued. » quoi. Et donc, à ce moment-là, il doit écrire, parce qu'il a mis beaucoup de temps à écrire le Millennium approche, et tout d'un coup, il écrit dans une extrême urgence Perestroïka, ce qui fait que la structure de Perestroïka, la partie que vous venez de voir, est beaucoup plus... excusez-moi, je ne trouve pas le mot savant, foutraque, que la première partie qui est construite de manière plus classique, et la deuxième partie, le deuxième texte, quoi, écrit dans une urgence qui fait qu'il y a des éclairs de génie, des moments plus opaques, des choses comme ça. Et donc pour chaque metteur en scène, que ce soit Brigitte Jacques ou Mike Nichols ou moi, c'est toujours compliqué de mettre en scène la deuxième partie, qui est merveilleuse, hein, c'est pas du tout pour blâmer Perestroïka, mais qui part dans tous les sens, parce qu'il était poursuivi par son succès, parce que ce type totalement inconnu avait explosé avec la première. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je rappelais quand j'ai présenté en 2 mots cette projection. Je disais que Perestroïka, le film de Mike Nichols, cette partie-là, ne fait pas mention d'une grande partie de la partie politique, en fait, c'est-à-dire Tchernobyl n'en est pas fait mention. Il n'y a pas le monologue du dernier communiste, voilà, qu'on retrouve dans votre adaptation à vous, bien qu'elle soit condensée, on retrouve cette partie politique. Nichols vraiment fait toute la partie sur l'effondrement de l'URSS, en fait, n'y apparaît pas, malgré la longueur de la deuxième partie. Vous y êtes parvenu, mais on va y venir un peu plus tard. Quand je lisais, parce que quand il y a eu la représentation à la Comédie Française, il y avait un programme qui accompagnait votre pièce, la Comédie Française, et vous évoquiez l'impureté de la politique de Kushner. En quoi son œuvre est-elle impure ? Alors ça, c'est parce que, si vous voulez, il se trouve que j'ai fait, c'était 2 fois dans le même théâtre, c'était avec la Comédie Française, et j'ai fait 2 pièces, 2 mises en scène de théâtre qui ont été des moments très importants pour moi. L'une, c'était un Strindberg, et l'autre, c'était donc le Kushner. Et si vous voulez, il me semblait, c'était dedans que je citais le mot de Bazin, un art impur, c'est que... les 2 fois, j'ai eu une crise de légitimité. C'est-à-dire, je me disais, la mise en scène de théâtre et de cinéma, c'est tellement différent. La mise en scène de cinéma, ce qui est merveilleux, c'est qu'un enfant peut faire un chef-d'œuvre absolu qui marquera un siècle. Au théâtre, c'est pas possible. Au théâtre, il faut une vie de théâtre pour arriver à faire rentrer... je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu un spectacle de Claude Régis, mais vous voyez tout d'un coup quelqu'un qui rentre de la cour, il s'installe au centre, il commence à parler, c'est parfait. Voilà. Ça, il faut une vie pour savoir faire ça. Au cinéma, vous aurez toujours une script adorable, un chef opérateur qui vous dira on fait le rentrer droit de 4, c'est très bien. Et puis hop, le film il est fait, et le film il peut être formidable. Donc je ne me sentais pas légitime. Et la première fois je me suis senti légitime à parler de Strindberg par Bergman, parce que l'œuvre de Strindberg, en particulier une pièce père, a énervé beaucoup de films de Bergman.
Et la deuxième fois, je me suis senti légitime parce que Kushner, il y a une compétition qu'on a vue aujourd'hui, puisque vous savez, vous avez dû leur dire, Kushner est devenu l'interlocuteur principal de Spielberg. Son rêve, c'est le cinéma, c'est la réplique adorable. Oh, très Steven Spielberg, quand Pryor voit arriver l'ange qui débouche du plafond. Et donc il y a cette idée que quelqu'un qui vient du théâtre, qui adore le cinéma, puisque le mari de Kushner est un critique de cinéma assez fameux aux États-Unis, dont le nom m'échappe un instant, mais qui était. C'est une marque d'indélicatesse, parce que je lui dois d'avoir eu à son mari qui lui a dit c'était Clochin, dit oui. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pu avoir. Est-ce que c'est ça, vous avez dû pour. On va aussi en parler, mais de la version condensée, parce que vous êtes parvenu à faire une version. Donc, initialement, c'est donc une pièce qui dure 7 heures, entre 6 heures et 7 heures. Vous êtes parvenu avec Pierre Laville, donc, qui est l'auteur de la version française, à arriver à une version de 2h50. Et vous avez dû, pour cela, contacter Tony Kushner, lui demander son accord, et il a lu la version. Et là, vous dites que son mari, la critique de cinéma, a soutenu le projet. Grâce à un compte de Noël. Voilà. Donc j'ai eu l'autorisation. Et donc Kushner étant fan de cinéma, il n'était pas marié avec le même homme avant, c'est une autre vie quand c'était sa vie théâtrale, mais il a toujours été passionné par le cinéma. Il y a cette idée que le cinéma, et surtout le cinéma américain, dit tout le temps on peut tout représenter, et c'est ce qu'on voit dans le Mike Nichols, et c'est parfois ce que je reproche un peu au Mike Nichols, on peut tout représenter, puisque c'est HBO, c'est une très grosse série, donc il y a tous les trucages, la munificence du système hollywoodien, etc. Enfin, ça déborde. Budget de 60 millions de dollars, oui. Oui, c'est un budget colossal, etc. C'est ce qui est merveilleux, hein, etc. Et Kushner arrive au début à San Francisco avec des moyens très très modestes et dit non, au théâtre on peut tout représenter, même encore mieux qu'au cinéma. Et donc par exemple on peut représenter l'Antarctique, on peut représenter l'URSS, on peut représenter un ange qui tombe du plafond, etc. Il disait dans une note que j'adore, qui est très prosaïque et très américaine, et il disait, c'est quand il était encore à San Francisco, il disait si l'ange doit voler, entre parenthèses, et il est préférable que l'ange vole, prévoir 10 jours de répétition en plus. C'était une note très très précise. Donc il voulait vraiment faire compétition. C'est-à-dire le cinéma américain dit on peut tout représenter, et lui dit la scène peut tout représenter. Et donc il y a un mélange de compétition et d'amour pour le cinéma. Le nombre de citations, c'est pas les scènes de ménage entre Harper et Joe font penser à Qui a peur de Virginia Woolf, font penser, etc. Enfin, ou à la cage aux folles qui est citée, etc. La cage aux folles que Mike Nichols connaît bien, puisqu'il en a fait un remake. Puisqu'il en a fait un remake plus tard, voilà. Puisqu'il a adapté Closer plus tard, qui a adapté beaucoup de pièces de théâtre, etc. Donc il y a cette idée de ce dialogue américain entre le théâtre et le cinéma qui date des années 30. C'est quelque chose qui date des années 30. Il y a une idée très répandue en France, qui est l'idée que si vous faites du théâtre, c'est que c'est contre le cinéma, et si vous faites du cinéma, c'est contre le théâtre. L'aspect prosaïque du cinéma américain, c'est dans les années 30. Si vous faites un hit à Hollywood, c'est dans toutes les comédies musicales. Vous faites un hit à Hollywood, hop, vous passez à Los Angeles et vous vous transformez en film. C'est ce que Hitchcock disait, c'est ce que je revoyais 12 hommes en colère de Sidney Lumet, voilà, etc. C'est toute l'histoire du cinéma américain, ce sont ces allers-retours. Hein. Vous avez parlé de Tony Kushner, vous êtes de la même génération que lui. Comment vous, le sida et l'émergence du sida vous a impacté dans votre vingtaine, vous avez une vingtaine d'années? Le nombre de morts, c'était très impressionnant, le nombre de morts. Parlons d'un tel sujet, puis on va être amené plus loin, et puis considérant mon âge, c'est curieux, c'est curieux. Je sais pas si je vais vous le dire, mais je sais pas comment vous le dire. Non, mais au bout d'un moment, si vous voulez, j'ai atteint un âge où ça n'a plus de sens de dire je suis gay ou je suis straight. Vous voyez, donc pour détendre l'atmosphère, je vais vous raconter une histoire drôle. C'est Scorsese, lors de son avant-dernier film, c'était sur The Irishman, je crois. Il était à une soirée, c'est un ami qui me racontait, et se faisant âgé, il commence à avoir une oreille un peu plus difficile.
j'avais raconté à la radio, je m'étais pris un râteau phénoménal, j'espère qu'ici vous apprécierez un peu plus l'anecdote. Et c'était sur France Inter, ils ne sont pas captés. Et donc il était assez... Parce que quand j'ai fait la pièce, on m'a demandé à la radio, on m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites cette pièce? Parce que vous n'êtes pas homosexuel. » J'ai dit « Excusez-moi madame, je comprends pas, vous connaissez mes préférences, je comprends pas de quoi on parle. » Et donc je me suis proposé de raconter l'anecdote suivante qui venait de m'être rapportée. C'est Scorsese se retrouve dans une soirée assez agitée avec la musique, etc. Une jeune femme lui fait un compliment, se penche vers lui et lui dit « Are you happy ?» Et lui, il ne comprend pas bien parce qu'il est vieux, quoi, donc il n'entend plus bien. Et il comprend « Are you gay ?» Et à ce moment-là, il se retourne vers la jeune femme et il dit « En ce moment, j'aime vachement les films de Ozu. » Je trouve l'histoire merveilleuse, absolument merveilleuse. Évidemment, quand j'ai raconté ça à France Inter, personne ne savait qui était Ozu à la table. Et les gens étaient terrifiés parce qu'ils voyaient l'audimat qui chutait dans les courbes en direct du truc. Évidemment, parce que lui qui a été fan de Kurosawa, il atteint 70 ans, il se dit quand même Ozu c'est pas mal, quoi. C'est quand même sérieux, quoi. Donc il se dit, mais gay, straight, ça n'a plus de sens, vous voyez, pour lui. Mais pour autant, c'était ça, j'ai une vie, mettons qu'à mon âge, je peux considérer que j'ai une vie plus ou moins straight, donc j'étais protégé, et c'est plutôt mes amis qui ont été frappés par rebond. Voilà. Et donc quand je vois 120 BPM, je pleure comme un veau, plus parce que je pense aux amis d'amis que dans la vie straight que je menais à ces époques, vous voyez, qui me frappaient moins directement. Et il y avait ce danger qui était là tout le temps, qui était vécu avec tellement de vaillance par ces gens admirables qui sont morts, qui étaient tellement spectaculaires. Je pense au personnage de Belize, je pense au personnage de Pryor, je pense au personnage de Cohn aussi, de Roy Cohn, quoi, qui sont des gens qui ont défié la mort d'une façon sans renoncer au spectacle des années 80, à la Pride, si vous voulez, sont arrivés à très peu de distance, ce spectaculaire gay et cette peste qui venait tuer, quoi. Et la peste n'a pas tué cet orgueil gay qui était tellement beau à voir, quoi. Oui, parce que c'est ça, dans la pièce et dans le film, deux des personnages ont été placés, donc Roy Cohn et Pryor Walter, mais en fait on a l'impression que tous sont d'une manière ou d'une autre contaminés spirituellement, je ne sais pas si c'est le bon terme, et vous venez de dire, il y a Belize qui est comme touchée de sainteté, et on va avoir le personnage de Louise qui lui va être pétri de culpabilité, qui va plutôt fuir, trahir Pryor. Voilà, non, c'était pour rebondir à ce que vous disiez, il n'y avait pas forcément de questions. Je disais hier, quand j'ai introduit la première partie, je disais que donc c'est Angels in America, c'est le titre du film, mais il y a un sous-titre, enfin le titre complet, c'est plutôt une fantaisie gay sur des thèmes nationaux. Et là-dessus, est-ce qu'on pourrait dire, mais vous avez commencé à donner un début de réponse, qu'il pourrait y avoir une singularité homosexuelle par rapport au rapport hétérosexuel? Et ça, je vous disais, je vous parlais de Scorsese âgé, disant qu'il aimait les films de Ozu et tout ça. C'est quelque chose que je dois beaucoup, et la mise en scène que j'ai fait au français doit beaucoup à Mike Nichols. Et puis je trouve que c'est pas bien quand on est réalisateur de dire pas que du bien des films des autres. Il faut voir que ce qui est beau dans les films des autres et ce qui m'enseigne, quoi, plutôt que. C'est la seule chose intéressante. Pour autant. Je sais que j'ai regretté quand je l'ai revu, parce que les acteurs, évidemment, à la Comédie Française se passaient des DVD, etc. Là, je l'ai revu, et je trouvais le personnage de Joe pas sexy. C'est des questions d'idiosyncrasie sexuelle, c'est la mienne. J'ai pas envie de coucher avec lui. Et je pense que si on revoit la filmographie de Mike Nichols, c'est parce qu'il est républicain. Alors, comme c'est un républicain et que Mike Nichols est un démocrate, Joe ne peut pas être attirant, alors que je crois que ce que Kushner a écrit, qui est la définition de Joe, mais peut-être on reviendra aux définitions, les métaphores que chaque personnage peut constituer, les 8 acteurs peuvent constituer, c'est que Joe, le principe, c'est que quand Joe apparaît, on l'aime. C'est-à-dire, il apparaît au début, il est dans la scène du téléphone avec Roy Cohn, et Roy Cohn, il se dit, ce type vaut la peine. Et il y a une personne qui l'aime pas, c'est sa mère.
Donc, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'adore le film, puisque ça me rappelle des trucs familiaux. Et du coup, Joe, je le trouve très sympathique, quoi. Harper, elle l'aime d'une façon qui est tellement belle, tellement pragmatique et éthérée en même temps, etc. Vous vous souvenez quand Pryor il arrive avec Belize et puis qu'il le voit, et Belize il est beau comme le cow-boy de Marlboro. Et vous voyez, c'est quelqu'un, il attire l'amour tout de suite. Et je trouve que la mise en scène de ce qui est normal dans les époques où il l'a fait, et par rapport au pays où il habitait, Mike Nichols représente les républicains comme des personnages auxquels on n'a pas le droit de s'identifier. Et moi je crois que le texte de Kushner, cette mise en scène, je l'ai adorée. J'ai vu je ne sais plus dans quel support j'avais, le premier support dans lequel j'avais mes DVD du Mike Nichols au musée, tellement je les ai regardés. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il juge trop les personnages en fonction de leur appartenance politique. Voilà. C'est ça que... Et si vous voulez, je trouve toujours qu'il y a une difficulté évidemment, il n'y a que des exceptions, je pense on parlait des années de menaces du sida, et heureusement il n'a pas eu le sida, je pense à Chéreau, je pense à L'homme blessé, qui est un film qui a changé ma vie, qui est un des films qui a vraiment compté énormément dans ma vie amoureuse, quoi, dans mon rapport au monde, qui est vraiment un film qui m'a beaucoup enseigné. Je regrettais, et il me semble que c'est ce que Kushner a voulu faire, et il me semble que c'est ce que Kushner continue à faire en travaillant avec Spielberg, c'est détrôner les amours hétérosexuels de leur privilège d'être universels. Donc comment vous voulez faire quand vous êtes gay et juif, pour dire je ne renonce pas à ma singularité juive, je ne renonce pas à ma singularité homosexuelle, et pourtant je prétends que ce que je dis est de l'universel, ce qui est purement américain. Et donc de raconter une histoire d'amour qui fasse que ce que moi j'ai la chance de vivre à la Comédie Française, un public qui a 20 ans et qui sanglote quand Pryor se fait quitter par Louis et qui se dit, et voilà, garçon-fille mélangé, peu importe, mais beaucoup plus fluide que ça. Et donc de détrôner, d'enlever aux amours hétérosexuels ce privilège qu'elles auraient, que les amours homosexuels seraient singulières et que les amours universels pourraient parler, les amours hétérosexuels pourraient parler de manière plus universelle. Et je crois qu'il a voulu écrire une fable gay, une fantaisie gay, qui puisse émouvoir également, quels que soient les hasards de vos préférences sexuelles, puisqu'il n'y a pas vraiment de choix, c'est des hasards, il se trouve que la vie vous conduit ici ou là. Et c'est ça que nous, on a essayé de faire avec les acteurs du français. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est presque il y a des relations de duo, triple. Enfin, Joe est avec Louis est au début avec Pryor, puis Joe est avec Harper. Il y a Belize aussi qui en fait est l'ex-allemand de Pryor. De Pryor, c'est ça. Donc tout en fait, ils se connaissent tous. Tout le monde se... Ce qu'on appelait le marivaudage quand on faisait et marivaudage, et c'était pas un terme parce que Kushner sait très très bien qu'il est marivaud puisqu'il est de culture française, donc il le sait qu'il est marivaud. Et donc c'est de donner le droit à ce que je retrouve dans 120 BPM, ce côté 120 BPM, bien que je n'ai pas vécu comme son réalisateur une telle vulnérabilité à la maladie, je m'identifie totalement, c'est mon histoire. Et il arrive à faire vaciller ce privilège hétérosexuel et à dire non, il n'y a pas de privilège. Et il n'y a pas de privilège que je trouve magnifique. Une anecdote qui m'a fait un peu rire quand je lisais la biographie de Mark Harris sur Mike Nichols, c'est qu'en fait Mike Nichols s'est retrouvé un peu désœuvré au moment de tourner les scènes de sexe, en tout cas les scènes entre hommes, et il a demandé à un de ses assistants sur le tournage de lui donner des conseils, notamment de la scène de cruising dans le parc, qui est d'ailleurs une scène pas très, je trouve pas très réussie, en tout cas il manque quelque chose, ça manque de chair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben voilà, c'est ça, c'était Clément Hervieux-Léger qui jouait le rôle de Pryor et qui me parlait des rapports. Je peux le dire parce que c'est un hommage à deux metteurs en scène que j'admire, Clément Hervieux-Léger qui est acteur et metteur en scène de théâtre, et Patrice Chéreau, et Clément ayant été l'assistant de Patrice Chéreau. Et quand j'ai rencontré pour lui proposer le rôle, j'avais grand trac parce que je n'avais pas d'autre idée dans la troupe, et je me disais, il va me baser, quoi. Et il me dit, soyons très clairs, il n'y a aucune ambiguïté sexuelle entre Roy Cohn et Joe. Aucune. C'est-à-dire que Roy Cohn va mourir, il le sait, il apprend, il l'encaisse, et il se dit, il me faut un fils.
C'est ça qu'il dit, il ne faut pas un amant. Des amants, il a tellement d'argent, mon Dieu. Des amants, il en a eu des milliards, il peut en avoir encore des milliards. C'est pas la question. Et donc c'est ce rapport de filiation qu'il a. Puisque c'est une histoire de... C'est ce qui est très beau dans le texte, ce qu'on sent un tout petit peu moins quand même, ce qu'on sentait mieux chez Brigitte Jacques que dans le Mike Nichols, c'est que c'est un monde sans père. Il n'y a plus de père. La figure paternelle, si c'est Roy Cohn, elle est quand même complètement faillite. C'est tous des enfants, comme le prior le dit très bien. C'est un monde où il n'y arrive plus à avoir de paternité et les mères ne sont pas complètement satisfaisantes. Et c'est ça qui est très très beau. Et voilà, je ne sais plus où est-ce que laquelle de vos questions a répondu à ce point-là. Oui, on était sur la question de la singularité homosexuelle. Et j'aimerais vous interroger sur l'érotisme, parce que dans le... Mais oui, mais la scène du parc, il n'arrête pas de... Vous savez, juste avant qu'il aille au parc, il n'arrête pas de... C'est monté en alterné, puisque pendant que Pryor Louis va au parc pour aller, parce qu'il se dit, Louis, il est pour la vie. Il est pour la vie. Donc son mec est malade, il dit, il faut que je sois pour la vie, il faut que j'aille me faire un type, il faut que j'aille niquer un type contre un arbre, voilà, tout de suite. C'est magnifique, ça. C'est sublime, d'appétit de vie. Vous voyez ce que... Oui, en même temps, il est dans un rapport sûrement... Mais la scène est montée en alterné, et ce qui en mise en scène est beaucoup plus fort, et ce qui était le cas chez Brigitte Jacques, pas de la même façon que ce qu'on a fait avec Rudy Sabungui, c'est que nous, on faisait en split screen. Vous voyez, comme dans les films de De Palma, il y a la moitié de la scène, c'était un décor, et l'autre moitié de la scène, c'était un décor. C'est écrit comme ça, par Kushner. Donc on passait en ping-pong de l'un à l'autre. Et donc les spectateurs regardaient d'un côté à cour ou à jardin pour voir, etc. Et pendant que Roy Cohn est en train de parler à Joe et de lui donner ses derniers conseils en lui disant, voilà, je vais mourir, toi il faut que tu t'en sortes, il faut que tu sois dur comme moi, etc. Il lui donne son héritage. Pendant ce temps-là, Louis va pour aller coucher avec le mec SM. Donc nous on avait les deux sur scène. Évidemment, moi je me suis dit, quand j'ai vu la pièce, je me suis dit dans quel théâtre j'aimerais le montrer. Évidemment à la Comédie Française. De voir deux types s'enculer contre un arbre dans le truc, je trouvais ça sublimement drôle, je trouvais ça joyeux. Et quand je voyais les très jeunes gens qui voyaient ça, il y avait un message de liberté, d'appétit, et de montrer ça au cœur de Paris, je trouvais ça formidable. Mais là, c'est monté en alterné avec Al Pacino qui n'arrête pas de tripoter Joe comme s'il le désirait, et qui du coup était embarrassé par la crudité des deux garçons. Alors évidemment, c'est très embarrassant à répéter comme scène en scène, parce que vous avez des machinistes qui rigolent à côté, en coulisses, vous voyez. Donc c'est difficile pour les acteurs à trouver la chorégraphie. Et quand ils faisaient la chorégraphie, c'était des termes très crus, et moi j'ai un langage plus fleuri, donc c'était ma façon de m'adresser aux acteurs, une langue plus soutenue. Et donc en disant combien d'étreintes, il dit, tu veux dire quoi par étreinte? Vous voyez, il faut négocier des choses pour avoir le suspense, vous voyez, comme un film de Hitchcock, donc de combien on dilate le temps, combien, etc. Jusqu'à ce que la capote rompe, vous voyez, et c'était drôle et c'était triste en même temps, et c'était une telle leçon de vie que nous apporte Louis que c'est magnifique, quoi. Le cri d'amour qu'il lance quand il est étreint par cet homme inconnu et qui dit mais contamine-moi, je m'en fous, et évidemment qu'il pense à l'homme aimé. C'est magnifique, c'est sublime comme appétit de vie et appétit de mort mélangés. C'était très très beau, quoi. Oui, puis la question de pourquoi lui, pourquoi pas moi, bien sûr. L'érotisme est très présent dans la pièce et dans le film. On a alors les rapports entre les deux hommes, donc Louis et Joe, qui s'étreignent, qui s'embrassent après l'amour. On a aussi les rapports de transe avec l'ange, d'orgasme entre l'ange et Pryor, entre l'ange et puis Meryl Streep, la mère mormone de Joe. Ce qui est intéressant, c'est que même malade, c'est-à-dire Pryor est très malade, son corps se dégrade, et même malade, il brûle de désir. Donc c'est aussi une autre façon d'aborder la maladie, en tout cas le sida, puisque on voit qu'on peut quand même éprouver du désir et brûler de désir. Bien sûr, même contaminé, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, vous êtes trop jeune, on les a vus, bien sûr. Et vous, comment... Je pense à Dustan, vous voyez, quelqu'un était une figure tout à fait scandaleuse dans la littérature, mais bien sûr que ça existe. Et comment vous, alors, vous avez abordé cet enjeu, justement Ça passe pas forcément par des mots explicites avec les acteurs, ça passe par leur tempérament, par leur vie, par leur vécu, par ce qu'ils ont envie d'apporter au rôle, c'est passé par ça. Ils savaient que c'était très très clair que
Je vais faire un petit détour, mais j'ai peur de vous casser les oreilles. Mais si vous voulez, c'est ce que je pensais, c'est sur ce truc que je disais sur... il me semblait, comme ça, après l'avoir relu, et puis après le dépôt du temps, et puis avec moins de moyens, même si c'était spectaculaire, ce que Sabungui avait fait, ce que mon ami Rudy avait fait, était très... vous voyez, l'ange, comme l'avait demandé Kouchner, il descendait du plafond, il y a le plafond qui s'effondrait au plateau Richelieu, et l'ange qui apparaissait porté par des câbles qui traversaient avec du bac, et vous voyez, c'est avec les fumées et tout ça, c'est très spectaculaire, quoi. Et puis c'était magnifique, l'Arctique avec les feux, tout ça, c'était très beau, quoi. Mais je revenais au texte. Et au texte, il me semblait, j'ai essayé de foncer à travers ça, que ce qui était magnifique, c'est une pièce pour 8 acteurs, c'est ça, ils sont 8. Hein. Il y a 23 personnages pour 8 comédiens. Pour 8 comédiens. C'était que chaque personnage est d'une part la métaphore de l'Amérique et d'autre part la métaphore du théâtre. C'est-à-dire que Roy Cohn, c'est Richard III. La pièce naît comme ça parce que quand on a terminé Père, que j'avais fait avec Michel Viermoz, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je lui ai dit, je ne suis pas un homme de théâtre, je suis un homme du cinéma, il me faut du temps, etc. Il m'a dit, pourquoi tu feras un Shakespeare? Je lui ai dit, je ne peux pas faire un Shakespeare, je ne suis pas un homme de théâtre, je suis un homme du cinéma. Et puis on était sur le balcon, c'est la dernière de Père après la reprise, et je lui ai dit, un jour je te proposerai les Richard III, mais le seul Richard III que je connaisse, c'est Roy Cohn. Celui-là, je sais le faire. Figure historique, personnage historique, le seul de la pièce. Et donc il m'a dit, il ne connaissait pas la pièce, s'il connaissait la pièce, mais il ne l'avait pas relue depuis longtemps. Il m'a dit deal. Et donc c'est là-dessus que c'est parti, sur un balcon de la Comédie Française, quand je lui ai dit, voilà, un jour je te proposerai un Richard III. Bon, en plus, Pacino avait joué Richard III dans son propre film, donc il y avait une espèce de cohérence à travers ça. Et pourquoi, je me suis dit, pourquoi c'est l'Amérique? C'est l'Amérique parce que, pourquoi c'est le théâtre? C'est le théâtre parce qu'il transgresse. Et du coup, on aime voir quelqu'un transgresser. Évidemment qu'on l'aime. On peut pas. Moi, je juge pas. Je juge et je pense que je peux pas dire Pacino c'est une montagne. Michel est mon ami, Viermoz. Mais les deux se valaient, quoi. Et alors, même pour Pacino, qui est un homme de gauche, ça devait être compliqué, et américain, ça devait être compliqué de jouer Roy Cohn, comme ça doit être compliqué de jouer, je sais pas quelle figure obscure du Front National. Je ne peux pas vous parler comme si on n'était pas aujourd'hui, on est aujourd'hui. Et Bruno Maigret, vous voyez, vous êtes acteur, on vous propose Bruno Maigret. Si vous êtes français, vous dites, j'ai quand même le jouer un peu méchant, quoi. Vous n'osez pas le jouer sympa. Vous voyez, un français, il peut. Mais pour Pacino, il se sent, et il a raison, une responsabilité politique de faire le truc. Et il représente l'Amérique parce que cet appétit de transgression, ce fait qu'il ne demande jamais pardon, ce fait que son appétit soit tout, c'est l'Amérique. Et je pensais que Louis, c'est l'inverse. C'est que Louis, qui est juif, c'est les deux juifs, hein, c'est Roy Cohn et Louis. Alors Louis, on peut dire d'ailleurs que c'est un peu c'est même l'alter ego de Tony Kushner, qui se présentait à Pierre Laville comme juif, homosexuel et marxiste. Oui. Et ce qui était dans la pièce, c'est la grande engueulade avec Joe sur les papiers, etc. Machin. Et lui, évidemment, parce qu'il est pétri de culpabilité, c'est l'Amérique, et parce qu'il a cet appétit de vie, parce qu'il fait cet acte de transgression, que quand ton mec est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur les quais de la Seine et tu vas coucher avec n'importe qui, parce qu'il faut que la vie, elle continue. Et parce que c'est ça, que cette vie continue, qu'il est l'Amérique, et qu'il est le principe du théâtre. Parce qu'il est écrivain et qu'il représente l'auteur, qui représente Kouchner lui-même, dont le compagnon de l'époque est mort du sida. Évidemment qu'il représente le théâtre, puisqu'il représente le dramaturge lui-même. Mais tous, par exemple, Harper qui aspire, qui là, dans le Mac Nicole, s'est montré un peu comme la pauvre fille qui essuie les verres au bout du café, et un peu malheureuse, comme ça. Quand je vois ce qu'on faisait en scène, c'était Decker qui était en scène, elle était d'une drôlerie insensée, c'est-à-dire elle était pleine d'une telle vitalité de drôlerie, et elle cherche tout le temps à se réinventer. Et cette réinvention de soi, c'est la fonction du théâtre, et c'est le génie de l'Amérique. Mais tous, ils sont comme ça. Pryor, parce qu'il est un prophète, il est l'Amérique, et parce qu'il est un prophète, il est le théâtre. Gaël Camilindi, comme je disais, je reprenais l'expression de Lacan, qu'est-ce qui fait un saint? Il décharite, il fait le déchet. C'est-à-dire cet homme qui a été la reine des soirées new-yorkaises, voilà qu'il est infirmier. Et voilà, il fait le déchet. Est-ce qu'il en a honte? Pas du tout, il est toujours spectaculaire. Et voilà. Et c'est parce qu'il est spectaculaire, il incarne le théâtre, et parce qu'il est de Porto Rico et qu'il arrive, comme dans West Side Story,
écrit par Tony Kushner, qui est un film extrêmement sous-évalué. Je ne sais pas si vous avez vu le Spielberg, la version est vraiment magnifique. Le scénario est formidable de Kushner. Et voilà, il incarne l'Amérique aussi, puisque c'est le migrant qui arrive, etc. Mais tous, à leur manière, l'ange évidemment, parce qu'il un ange, vous voyez, je pensais, c'est des spectacles anglo-saxons qu'on ne connaît pas bien ici, et qui sont connus à Londres et qui sont connus aux États-Unis, c'est le spectacle de Noël. C'est quand vous allez voir les Peter Pan, vous voyez tous ces spectacles pour enfants qui sont joués à Noël, et vous voyez les anges qui volent et tout ça. Moi, je les ai vus à Londres. Vous voyez, quand je faisais Esther Kahn et tout ça, c'est très impressionnant. Donc il incarne cette forme de théâtre populaire, spectaculaire, etc. Et parce qu'il est cette figure ambiguë, qui est en même temps une figure d'aide et en même temps extrêmement menaçant, puisque c'est cet ange réactionnaire qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en Amérique, il incarne l'Amérique lui aussi. Et ainsi, chacun des personnages décline, et à la fois la métaphore des États-Unis dans leur puissance destructrice et positive, et à la fois dans la puissance du merveilleux théâtral. Et c'est ça que, c'est dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'on est revenu au 8, et évidemment, Dominique Blanc, ici Meryl Streep, Dominique Blanc, qui joue tous les rôles, elle est le théâtre parce qu'elle ait cette capacité de changer de visage, et puisqu'elle jouait même le rôle du médecin, Dominique Blanc, comme c'est écrit par Kushner. Alors on va voir un des extraits peut-être qu'on a choisi, et un extrait qui met en scène Michel Villermoz dans le rôle de Roy Cohn, sur son lit d'hôpital prêt à mourir. Donc Thierry, s'il te plaît en cabine, est-ce que tu peux lancer l'extrait numéro 2 ? Merci. Quel grand sourire nous avons! Qu'est-ce qui nous vaut ce grand sourire, Roy? Je suis sur le départ, est-elle? Je finis avec ce monde. Tous mes ennemis, sur le rivage opposé, bouche ouverte comme des carpes, regarderont le Tout-Puissant séparer en deux les eaux de la mer Morte pour permettre à son petit Roy chéri de rejoindre l'autre rive du Jourdain. À pied sec et toujours membre du barreau. J'ai voulu être la première à vous l'apprendre. Le jury a prononcé le jugement vous concernant. Non, ils sont réunis depuis 2 jours à peine. Votre radiation a été demandée. Le bureau exécutif doit encore statuer, ça prendra encore 1 semaine. Et d'ici là... C'est fait. Le bureau exécutif a statué en quelques minutes. Ils ont confirmé la sentence du conseil. Je suis... L'un des membres du bureau a même dit à son voisin « Enfin, voilà 36 ans que j'attends de virer ce PD. » Ils ont gagné, Roy. Vous n'êtes plus avocat. Est-ce que je suis déjà mort? Non, mais vous êtes perdu. Je suis revenue pour décider si je pouvais vous pardonner. Je vous ai tellement haï, Roy. J'ai fait grandir ma haine jusqu'au plus haut du ciel. Et j'en ai fait une toute petite étoile qui brille comme la pointe d'une aiguille au fond du firmament. C'est l'étoile de la haine d'Ethel Rosenberg. Elle ne brille qu'une seule nuit par an, le 19 juin, d'une lumière d'un bleu électrique. Vous avez pu me tuer, moi, mais vous n'avez jamais pu me vaincre. Vous n'avez jamais gagné contre moi. Et quand vous serez mort, on dira de vous, il aurait mieux valu qu'il ne naisse jamais. Maman? Petite maman? C'est Ethel, Roy. Maman, je me sens pas bien. À qui parlez-vous, Roy? Content de te voir, maman, depuis toutes ces années. Chante-moi quelque chose. Je ne suis pas votre mère. On gêne ici. Il est très clair. Je devrais déjà être dans mon lit. Sois pas en colère, maman. Chante-moi une chanson, je t'en prie. Non, mais je ne veux pas. Je ne suis pas votre... S'il te plaît. Cet endroit me fait peur. Oh Dieu, je regrette tellement.
Steht der Bohrer unertracht, Tracht und Tracht der ganze Nacht. Wärmen zu nehmen und nicht verschämen, Wärmen zu nehmen und nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, tumbala. Roy, est-ce que vous êtes... C'est fini. Réveillez-vous, Roy, c'est l'heure de vous. Oh, vous êtes... Non, je suis pas. Tu étais. Dire que t'as marché à cette grosse ficelle de ma mêlée. Je voulais seulement savoir si j'étais capable de faire chanter une comptine à Ethel Rosenberg. J'ai gagné. Oh putain, merde, nom de Dieu, merde. Si je reviens un jour dans le coin, je vais revenir sous la forme d'une pièce. Pas d'un homme. Vite. Oh mon Dieu, faut faire vite. Je suis censé prévenir l'interne de garde si ça n'est pas ça grave. Enlève tes lunettes, t'es ridicule. Qu'est-ce que t'as fait? Expiation de mes péchés. Qu'est-ce que je fous ici, moi? Tu expires. Je peux pas évacuer moi-même ces produits, il me fallait un garçon de course, alors j'ai pensé à toi. Et pourquoi moi tu me détestes? Je voulais un juif, c'est le premier auquel j'ai pensé. Comment ça tu voulais un juif? Pour le remercier, pour les médicaments. Mais comment ça le remercier? Comment les juifs appellent la prière des morts. Le Kaddish? Voilà. Ah si. Oh non, je dirais pas le Kaddish pour un type pareil. Les médicaments, d'accord, parfait, mais prier pour lui, non, il n'en est pas question. C'était quelqu'un d'abject. Mais il a eu une terrible mort, alors un grand PD peut peut-être pardonner à son ennemi à terre. La paix, c'est bien la raison d'être du Kaddish. J'ai même pas fait ma bar mitzvah, mais vite ton gueule. Shema, Israël, Adonai, non mais c'est ridicule, mais je peux pas. Mais Olmo, Divro, Virusei, Veyamlish, Malrusei, Eolmo, Tiviro Chirusei, Yamlich Malchusei. Beyachichon, Ufiomeron, Ufraye Derol Beiz, Israël. Echaichon, Uviom Echon, Uvraye Dechol Beis Israël. Bag Allah, Uvizman Kohiv, Veinhu Omen. Osei Shalom Bimhomo, Oyasei Shalom, Oleinu Val Kol Israël. Veinhu Omen. Veimru Omein, espèce de salopard. Espèce de salopard. Merci Louis. C'était bien. Faut que je vous raconte comment cet objet est arrivé. C'est-à-dire que nous avons été pris quand on a fait les Angels la première fois, c'est pour ça que je garde un tel souvenir de la 2 quand on a pu le reprendre, le spectacle. Et cette fois c'était avec Julien Frison quand on l'a repris. C'est qu'au début on a eu les grèves parce que c'était les retraites. Donc on n'a pas pu jouer, donc la première n'a pas eu lieu, etc. On est début 2020. Voilà. Ça. Et donc du coup à la première j'avais invité des amis, etc. Mais la première n'a pas eu lieu, alors après ça on avait, alors ça dépendait des soirs, il y avait grève, pas grève, et c'était un spectacle qui demandait beaucoup de machinerie, parce qu'il y avait beaucoup de spectacles, de tous les décors on les voyait, quoi, ce que vous ne voyez pas là. Et après on a été rattrapé par le Covid après les retraites, donc il y a eu le confinement. Donc du coup on a arrêté de jouer avant. Donc du coup Eric Ruff a dit on le reprendra, et Eric Ruff m'a appelé pendant le confinement, qui était une époque où nous avons chacun vécu, pas tous puisque nous étions séparés, mais chacun. Et on se disait, peut-être il n'y aura plus de films, il n'y aura plus de théâtre, on ne savait plus quand ça allait s'arrêter. Vous vous souvenez quand on n'avait plus le droit de faire de promenade aussi, vous savez, il fallait avoir les passes pour pouvoir faire les footings et tout ça. C'est une époque très... Il m'a dit, voilà, donc il faut qu'on fasse du théâtre à la maison. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu peux faire quelque chose avec les Angels? Et je dis, là il faut à peu près 12 machinistes pour arriver à faire descendre l'ange, etc. Ou pas. Il m'a proposé, il m'a dit, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et je dis, je pourrais faire quelque chose que moi j'ai adoré faire comme technicien, mais est-ce que je peux le partager avec des téléspectateurs, pas des spectateurs de cinéma?
c'est le plaisir de voir des acteurs commencer à construire leur personnage. Donc on est retourné en salle de répétition, Ça les scande. salle escande, et sans décor, et en 6 jours, avec 2 caméras, on a capté quoi, si vous voulez, un décor sans sa scénographie, et où les personnages ont des dispositions différentes de celles qui étaient la mise en scène de la salle Richelieu, trouvent ce lien, vont vers le personnage sans recul. Vous voyez, qui est ce moment qui me fascine, qui est un moment qui n'existe pas au cinéma et qui existe au théâtre, et d'attraper ce moment d'ultime répétition, de filage, d'une circonstance de filage. Donc ce qu'on perdait, c'était le merveilleux théâtral, que Kushner nous avait pourtant demandé. Blanche qui apparaît. Voilà, et puis les décors, puis l'Antarctique, l'appartement de Joey Harper, etc. L'appartement de Louis C. Pryor, qui s'éloigne au lointain quand Pryor a sa diarrhée, etc. Tout ça, on le perdait, mais ce qu'on gagnait, c'était cette intimité avec le jeu d'acteur, comme si cette captation pour la 5 était devenue un documentaire sur le travail de l'acteur. Et donc c'était beaucoup plus expérimental que le spectacle qu'on avait fait. Il y a 25 ans qui se sont écoulés entre la première fois où vous avez vu la pièce mise en scène par Brigitte Wajnheim, Jacques Wajnheim, et comment vous êtes arrivé avec ce projet à la Comédie Française, comment on travaille à condenser une œuvre en 2h50. Ben, ce que Mike Nichols, la ville. Ouais, ce que Mike Nichols a enlevé, c'était très peu, c'était l'URSS, parce que ça l'intéressait pas. Et puisque c'est une pièce qui parle de l'Amérique, et il avait tout à fait raison. Et moi, faisant la pièce en Europe et avec la guerre en Ukraine, je ne pouvais pas ne pas parler de la chute de l'URSS, qui n'en fut pas une, ou de la chute du mur, un machin. C'était obligé que ça en fasse partie, quoi. Mais par contre, on s'est concentré que sur le marivaudage. C'est-à-dire, parfois, en rétrécissant. Kushner a beaucoup de mots d'esprit, et parfois, il y en a tellement que ça déborde. Donc, en enlevant un tout petit peu, c'est de concentrer sur le sentiment. Moi, ce que je voulais, c'était très simple, c'était qu'on pleure pour Harper et qu'on pleure pour Pryor, parce que j'adore le mélodrame. Voilà. Donc, c'est les deux qui se font quitter, donc je voulais qu'on pleure pour eux. Et alors, évidemment, on était très, très fiers à la Comédie Française, quand on voyait les jeunes femmes et les jeunes hommes pleurait, vous voyez, en écoutant les malheurs de Harper et les malheurs de Pryor, c'était merveilleux. Donc on a concentré sur le marivaudage et en enlevant aussi toute la partie très américaine sur le diorama, sur tout ce qui est l'histoire des Mormons, etc., qui est une très très belle métaphore que François Regnault, qui est un très grand cinéphile, expliquait merveilleusement dans une analyse de texte qui était publiée à l'avant-scène, mais qui pour moi appartenait vraiment à une scène américaine plus qu'à une scène française. Et est-ce qu'il y avait une actualité ? Ah bah oui, l'actualité, j'imagine que vous avez vos téléphones portables en demandant. Moi j'étais avec mon téléphone portable, rien de neuf. C'est pas si les candidats sont sortis à 18h, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je veux dire, par rapport à cette arrivée, l'idée est venue au moment, il m'a semblé, dans ce que j'ai lu, au moment de l'élection de Trump, c'est ça ? Oui, c'est une petite anecdote que, si vous voulez, mon ami et moi étions avec un enfant, le nôtre, et qui nous demandait assez angoissant en regardant la télé avant d'aller au lit, il nous disait, mais est-ce que Trump il va être élu ? Parce que si c'est Trump, il va y avoir la guerre. Quel âge avait-il ? Il était très jeune, je ne sais plus quel âge il avait. 8 ans, 7 ans, un truc comme ça. Et nous, on s'est dit, non mais Hillary Clinton, elle fait une campagne de merde, mais quand même, c'est pas possible, quoi. Et donc on lui a dit, rassure-toi, tu peux aller dormir en paix, demain matin au petit déjeuner, on te promet, les élections, c'est Hillary, et Trump va faire des élections parce que c'est un fou. Et à ce moment-là, on s'est réveillé très tôt, pendant la nuit, on a pris les résultats, et on s'est dit, bon, bah, au petit déjeuner, il va falloir lui apprendre que les adultes, ils disent de la merde, quoi. Et donc j'étais piteux, c'était moi qui avais fait le pharo devant lui pour le coucher. Et donc il est arrivé le matin et je lui ai dit, bah voilà, tu vois, c'est très bien parce que tu viens d'apprendre que les adultes se trompent. Donc c'est déjà un point positif dans cette élection de Trump. Et pendant la nuit, j'avais écrit à un ami que certains cinéphiles ont déjà dû entendre le nom, qui est Ken Jones, qui fut critique au Cahier du cinéma, rédacteur à Film Comment, qui a réalisé le film sur Truffaut Hitchcock, qui a réalisé un merveilleux film de fiction qui s'appelle Diane,
qui va faire un autre film. Et je le dis pour nos spectateurs, Ken Jones a écrit le texte dans le programme actuel sur la perspective Olivia Assayas. Voilà. Et donc, cinéphile d'importance, et qui est un ami très proche de notre enfant. Donc pendant la nuit, je ne savais pas quoi écrire quand j'ai vu les résultats catastrophiques. Est-ce que j'ai reçu le même texto de Kent il y a, là, dimanche, mais dans l'autre sens. Je ne savais pas quoi lui écrire, donc je n'allais pas lui écrire « Sorry for your loss », parce que ça n'avait pas de sens. Son pays n'était pas... Si, son pays était un peu perdu, mais pas égaré, quoi, je ne sais pas. Donc j'ai juste écrit « Trump », pour l'interrogation, « Trump ». Et il m'a envoyé une phrase qui m'aide encore. Je vous l'ai dit, c'est une phrase qui n'a pas de rapport avec le film, qui n'a pas de rapport avec la pièce, mais qui a peut-être un rapport avec ce qu'on va avoir à vivre les semaines prochaines. C'est, je pensais qu'il était effondré, et Ken Jones m'a écrit « It's a great opportunity to learn ». C'est pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est une formidable occasion d'apprendre. Je me suis dit, waouh, le mec, il a du tempérament. Et alors après, moi, je devais déposer mon fils à l'école, et on prenait l'ascenseur pour descendre. J'étais un peu coupable de lui avoir dit des bêtises. Et je dis, ben voilà, Kent, il nous rassure, et il nous dit, c'est pas grave, c'est une grande occasion d'apprendre. On va apprendre. Et moi, je me suis dit, ben, apprendre, c'est faire du théâtre. Et Roy Cohn, et vous savez, Roy Cohn, c'est celui que, vous savez comment c'est connu, j'imagine, c'est dans le programme, comment il a rencontré Trump. Ils se rencontraient au Club 54. Ça, en fait, c'est avant de se rencontrer au Club 54, la photo fameuse là, dans les barguets et tout ça. Trump avait hérité des immeubles de son père et avait décidé de ne plus les louer aux Noirs parce qu'il trouvait que il n'aimait pas les Noirs. Et donc, il a rencontré Roy Cohn et la mairie de New York a toussé en disant ça commence quand même à devenir un petit problème constitutionnel. Et Roy Cohn a dit non, il ne faut pas perdre un procès, attaque. Et c'est Roy Cohn, qui était l'avocat de Trump, qui a attaqué la mairie de New York pour enfreindre aux libertés des citoyens d'avoir le droit de louer leur appartement à qui bon leur semble. Et donc Roy Cohn a fait un procès à la mairie de New York en disant « Je veux ne pas pouvoir louer mes immeubles, mes appartements à des Africains américains ». Heureusement, il a perdu son procès. Et donc, ils se sont rencontrés, ils ont sympathisé. Et à un moment, Roy Cohn a dit à Trump, tu devrais faire de la politique plutôt que l'immobilier, je crois que ça va te réussir. Et ça lui a réussi. Et donc, quand Trump a été élu, je me suis dit, mais la pièce de Watchmen, je l'ai vue. Et j'en ai parlé à mon père. Et je lui ai dit, mais tu connaissais pas un type Roy Cohn? Il dit, ah, ces ordures là qu'on voyait à la télé au procès. Alors lui, mon père, c'est une autre mémoire. Il se souvenait quand Roy Cohn était l'avocat, l'assistant de McCarthy. Et donc mon père, il avait vu des images de Roy Cohn qui au procès McCarthy au procès du McCarthyisme était assis à côté de McCarthy et qui était ce petit gars là, juste à côté de lui, etc. Et qui était... Et du coup, je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Trump est élu, donc il faut faire un film sur Trump et une pièce sur Trump. Il faut faire du théâtre, quoi. Quand on est perdu, il faut faire du théâtre, quoi. Voilà, pour ceux, on vous parle trop longuement de ce film de Mike Nichols, il faut vous libérer. Alors pour ceux qui attendaient après ces résultats, voilà, on est tous inquiets, quel que soit notre port politique, quel que soit ce qu'on a voté, on est tous inquiets. Il y a un très très bel entretien qui redonne beaucoup de joie dans le monde entre le directeur du Festival d'Avignon et Eric Ruff, qui dit en gros, quand c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du spectacle. C'est une très très belle interview qui est publiée pendant que vous regardiez le Mike Nichols. Avant de laisser, parce que les valeureux spectateurs qui ont vu le film entre hier et aujourd'hui, avant de leur laisser la parole, ils auront probablement des questions. Je voulais venir sur la distribution à la Comédie Française, parce que j'expliquais qu'en fait, hormis les têtes d'affiche qui sont Meryl Streep, Al Pacino, Emma Thompson, Mike Nichols avait voulu engager des acteurs issus du théâtre. Alors on a par exemple Jeffrey Wright qui jouait vraiment sur scène le personnage de Belize et qui reprend au cinéma ce rôle. Et puis il y avait aussi la question de la durée, puisque le film, même si on dit que c'est une mini-série, c'est un film qui s'est étalé sur un an en comptant les répétitions, le tournage. Comment vous avez organisé, puisque là on parle de théâtre, votre distribution?
Comment ça se... Un peu par l'évidence, parce que je connais bien le français, parce que c'est là où c'est un théâtre dans lequel j'ai souvent été, parce que j'aime bien entendre des textes, donc j'aime bien aller. Il y a des théâtres qui font plus d'écriture de plateau, mais c'est un théâtre de texte, donc je connais bien la troupe, quoi. Michel Villermoz, je vous parlais sur ce balcon, etc. Il se trouve que Michel, là, en ce moment, est malade, donc de le revoir, ça me rend malade. J'espère qu'il va guérir et jouer à nouveau. Dominique Blanc, c'était un rêve de jouer avec elle. Tous, je les connaissais. Clément, c'est un prince de théâtre, quoi, vous le voyez, et puis il est très altier comme ça. Alors je me disais en Prior et tout ça. Jérémy Lopez, je l'avais vu dans le Roméo et Juliette, je l'ai vu dans 2000 pièces, tout ça. Monténez. Évidemment, dès que Monténez ouvre la porte, tous les garçons et les filles s'évanouissent, vous voyez, parce que et tout ça, Jennifer, je l'avais vu faire avec une telle fantaisie dans Ophélie. Gaël Camilindi, je l'avais vu, il venait de chez Bob Wilson, donc il avait une grâce de danseur, etc. Donc c'était une évidence pour tous, quoi. Mais ce qui est magnifique, je vous raconte ça, parce que ça fait trivial, ce qui est extrêmement agréable quand vous faites un film, c'est que vous êtes vraiment le pape, ou le président, ou le dictateur, ou le commandanteur, ou je ne sais plus ce qu'on dit. C'est-à-dire que par exemple, c'est très très trivial. Par exemple, si vous dites je vais peut-être aller aux toilettes, là, il y a 3 personnes qui se penchent, on est c'est la numéro 1 ou la numéro 2. Et vous dites non, c'est juste la numéro 1. C'est la numéro 1, les gars, ça va. Vous êtes le roi, c'est Louis XIV, quoi. C'est très très bizarre à vivre. Et le lendemain, quand le tournage s'arrête, vous vous retrouvez dans le métro, et c'est plus personne, et c'est extrêmement agréable. Mais alors, quand vous travaillez à la Comédie Française, ce qui est extrêmement agréable, c'est que nous, on passe. Parce que depuis Molière, le théâtre n'est pas dirigé par les metteurs en scène, ni par les dramaturges. Molière l'a voulu comme ça, c'est-à-dire que depuis sa mort, c'est sa troupe qui s'auto-gère, qui auto-coopte des gens et qui dirige le théâtre. C'est-à-dire que nous, on est de passage, et nous, on doit faire la distribution à l'intérieur de la troupe qui nous préexiste et qui nous survivra, puisque nous, on va partir, et eux, ils vont continuer, se remplacer les uns les autres, et nous, on n'est que de passage. Donc le plaisir énorme que j'ai à faire des films, c'est à pouvoir faire le dictateur, et le plaisir énorme que j'ai à pouvoir faire du théâtre, c'est de servir des textes et des acteurs dans cette maison qui m'est chère, quoi. Donc c'est leur théâtre, c'est pas donc les acteurs sont rois au théâtre. Oui, c'est eux les rois, c'est plus nous. Florence Viala qui joue l'ange, dit, alors je vais la citer, elle dit que comme un psychanalyste, vous avez tendance à suspendre le travail dès que les acteurs mettent le doigt sur quelque chose d'intéressant, leur permettant ainsi d'y songer, d'y revenir ensuite, les laissant plus dans la frustration que l'épuisement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, c'est une bonne phrase de psychanalyse, mais c'est une bonne phrase pour une répétition de théâtre, c'est on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. On donne la parole quand même aux spectateurs ? Oui, il est tard. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques ? Alors parlez un peu fort où je peux. Non, je vais répéter. J'en avais une, c'était d'essayer de comprendre pourquoi ce film est apparu que 2 fois en France, en fait. Pourquoi on découvre ce film qui est quand même de 2003, on est en 2024. Le HBO. Oui. Je suis étonnée parce que je me dis, par rapport au sens qui est donné dans le film, moi je dis très personnellement, voilà, je n'ai pas peur de dire ce que je pense jamais, je préfère la première partie à la deuxième. Oui. La première, c'est un bijou. Ce serait extraordinaire de pouvoir le montrer aujourd'hui à la génération, aux générations. Parce que c'est un film qui a moi j'ai vu Nuit fauve, je me rappelle, vous parliez vous-même, j'ai 20 ans moi aussi, j'avais 20 ans quand il y avait un peu plus, mais quand il y avait le sida, c'est un choc, c'est une violence, c'est le début de la fin de l'insouciance pour chacun. C'est à ce moment-là que l'insouciance a été bloquée. Et il y a eu Philadelphia après, c'est un film aussi américain, mais voilà. C'était avant. Avant le film. Oui, bien sûr, c'était avant. Ce que je veux dire par là, justement, ce film que vous nous montrez, il est magique. Parce qu'il contient énormément de. Il y a le sida, il y a l'homosexualité aussi. Est-ce qu'on en parle de façon aussi libre que ça aujourd'hui, par rapport à avant peut-être? Et ce film-là, je trouve que c'est un gros cadeau. Aussi de dire aux gens, voilà, vous avez une couleur, vous avez de l'espoir, vous avez, il y a la mort, mais il y a aussi tout ce qui fonctionne entre les gens, entre Harper aussi, enfin, toutes ces histoires imbriquées là,
c'est une façon aussi de montrer une vie, et c'est pas sinistre, c'est pas triste, moi je trouve ça très fort. Si je peux même me permettre d'ajouter une chose, c'est parce que vous mentionniez Philadelphia, qui est un film que j'aime énormément, c'est qu'il y a une puissance de subversion en plus dans celui-là, qu'il n'y a peut-être pas dans Philadelphia. C'est un film enragé, quoi. C'est un film rageur, moqueur, la première partie, hein, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une puissance de subversion qui est très très forte, quoi, d'appel de vie qui est très très puissant. Mais le film a été un triomphe sur HBO. Le film a été un très grand succès en cassette, puis en DVD, etc. Le film est vraiment arrivé. C'est une moisson de prix, le film. Il a été moisson de prix. Il a vraiment remis Mike Nichols au cœur de l'affaire. Et si Mike Nichols a pu faire Closer, Les Doigts dans le nez, etc., c'est aussi grâce à ce film-là qu'il a été très, très triomphal, quoi. Et donc je crois que le film a été vu. Mais j'ai eu la chance de le voir en salle. Ce qui est curieux, c'est qu'en France. Oui, mais ça a d'abord été diffusé, c'est d'abord un produit de télévision, donc il a été largement diffusé sur les écrans de télé. En France, il a été diffusé sur France 2 à minuit, 2 ans après que je l'ai vu au Festival du film gay et lesbien. Personne n'était au courant, il n'y a pas eu pub, rien du tout. Moi, j'en ai fait la pub autour de moi parce que j'avais vu, et j'étais étonné que France 2 diffuse ce film avec, enfin, ça a dû quand même leur coûter cher, à une heure où personne ne voulait regarder. Et ça commençait à minuit. Et ça n'a pas été diffusé. Je pense, c'est par rapport à l'homosexualité, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Évidemment, ils ne voulaient pas montrer ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, en termes de diffusion en France, je pense que comme c'est un produit au départ de chaînes payantes aux États-Unis, ça a été diffusé aussi sur des chaînes payantes en France. Je pense. Oui, je crois que c'était passé sur Canal. Il me semble que Canal avait acheté après HBO, et quand c'est passé dans le service public a eu honte de ce qu'ils avaient acheté. Je crois. En tout cas, c'était la première projection à la Cinémathèque française. Merci beaucoup Arnaud Desplechin. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. J'ai pas eu la chance de voir la pièce. Et